France Maghreb 2. Le grand forum, messieurs dames, on est là. Il faut qu'on se parle tous les jours, 16h-18h sur France Maghreb 2, avec aujourd'hui pour m'accompagner Abdeslam Itache. Comment ça va, Abdeslam? Bonjour Christophe, bonjour aux auditeurs, auditrices. Très bien, merci. Centriste dans le 93. C'est ça. Chef de Mais file. surtout chef de file dans le 95. Pour le Modem. C'est ça. Pour Goussainville. Monsieur Rudy Kazi, les forces républicaines, comment ça va? Ça va très bien, Christophe, et toi? Bah écoute, ça va bien, merci beaucoup. À ne pas louper, messieurs dames, interview exclusive à quelques jours de son concert, mini-concert qu'elle donnera place de la République dimanche prochain à Paris pour cette manifestation à l'appel de plusieurs collectifs pour protester contre les élections en Algérie du 12 décembre prochain. À ce titre d'ailleurs, je précise que demain nous recevrons le référent chargé de l'organisation des élections algériennes en France. Vous saurez tout pour ceux et celles qui souhaitent aller voter, participer à ce devoir démocratique demain à 16h30 pour bien savoir exactement comment cela va se passer. Vous aurez toutes les informations demain dans cette émission sur France Maghreb 2. Pour l'heure, messieurs, on va parler d'un sujet grave, la précarité, mais aussi le harcèlement, d'où cette question aujourd'hui. Cette lycéenne de 18 ans qui s'est immolée dans un lycée en Seine-Saint-Denis à Villemomble, c'est un drame qui intervient à 3 semaines après l'immolation d'un étudiant à Lyon. Pensez-vous que ces gestes traduisent un profond malaise au sein de la jeunesse ? Même si, il faut le préciser, que ces deux gestes n'ont aucun lien, visiblement, puisque l'un, il s'agirait, pour celui de Lyon en tout cas, de dénoncer la précarité chez les étudiants, qui sont d'ailleurs en manifestation aujourd'hui. L'autre geste, celui d'hier à Villemomble, il s'agirait plus de harcèlement, l'occasion en tout cas de pointer du doigt ce problème qui en est un véritable fléau au sein des lycées et des collèges aussi pour ce qui est du harcèlement. Il faut à tout prix surveiller nos enfants de très près parce que ils peuvent en être victimes sans que nous ne sachions. Comment expliquer ce drame, Rudy? Oui, alors de toute façon, il y a quand même un lien qu'il faut établir en réalité, hein, parce que même si effectivement les raisons pour lesquelles ces immolations se sont faites ne sont pas totalement liées, ouais. Le lien quand même qu'on peut faire, c'est cette nouvelle pratique de l'immolation, nouvelle, pas vraiment, mais en tout cas qui commence à arriver auprès des jeunes, des étudiants principalement, et aussi de cette lycéenne, parce que on parlait plutôt effectivement d'immolation concernant ce jeune Anas, donc qui s'est immolé à la fac de Lyon 2, ouais. Précisément, et puis là ça commence à toucher en fait des lycéens. L'immolation en principe c'est plutôt un acte en fait de contestation. Et un acte aussi de détresse que l'on a pu voir dans certains milieux, style milieu professionnel, je sais pas, à Orange par exemple, mais ça peut être aussi un acte politique, comme on a pu voir notamment en Tunisie, un peu au début du printemps arabe notamment. Donc là pour le coup, l'acte d'Anas, lui, il est clairement politique. Il s'agit effectivement de dénoncer la précarité auquel fait face les étudiants, et pour préciser, Anas, lui, il avait triplé sa deuxième année de licence, et du coup il s'était vu refuser sa bourse. Et donc la nécessité en fait donc de protester contre ces difficultés sociales que connaissent les étudiants, en fait lui il a manifesté par l'immolation. Effectivement c'est différent pour le coup avec la jeune lycéenne de Villemomble, parce que elle faisait face effectivement donc à du harcèlement. Du harcèlement, oui, d'après ce que les camarades ont pu dire, etc. Et donc concernant le harcèlement, c'est le retour de Monsieur Chiffre, hein. Christophe, tu seras pas mécontent. Oui. On déclare à peu près 700 000 élèves qui sont victimes de harcèlement. Ça c'est des chiffres de 2018. Un enfant sur 10 est donc victime de harcèlement, et parmi les ados, notamment un ado sur 4 qui déclare donc être victime de harcèlement a des pensées de suicide. Donc c'est un problème qui est extrêmement grave parce qu'il touche donc des enfants, et donc on a l'impression en fait qu'ils sont démunis, parce que les parents qui font face au harcèlement souvent perdent un petit peu le lien social avec eux, c'est-à-dire que les enfants ne racontent pas les difficultés qu'ils vivent au quotidien, ce qui met
en responsabilité le corps enseignant, l'équipe pédagogique, qui en principe sont les premiers à pouvoir sentir ces comportements et pouvoir mettre en place le nécessaire. Oui, pour pouvoir mais le harcèlement se fait pas forcément à l'école, Rudy. Il peut se faire aussi à l'extérieur de l'école, que ce soit avant ou après l'école. Oui, bien entendu, comme ça pouvait être le cas quand on était jeune, où le gamin il te dit vas-y à la fin de l'école, je vais te défoncer. Ou alors peut-être que c'était toi, Christophe, qui menaçait les enfants comme ça quand t'étais petit. Non, je menaçais personne. Mais oui, donc ce qui est grave effectivement, c'est que ça peut échapper à la vigilance du corps enseignant, mais en réalité, ce sont quand même eux qui sont en responsabilité et ils peuvent mener les enquêtes nécessaires. Je veux dire, à ce moment-là, il faut prendre le problème à bras le corps et le gouvernement doit mettre en place peut-être des éléments supplémentaires pour pouvoir mener des enquêtes ou mettre des moyens en plus pour que le corps enseignant puisse s'enquérir de toutes les informations nécessaires à la lutte du harcèlement au sein de leurs propres murs. Ce sont quand même eux les premiers responsables. 700 000 élèves victimes de harcèlement à Deslamitache, un chiffre qui a de quoi faire réfléchir. Oui, ça fait réfléchir et ça fait ça inquiète les parents. Je sais pas si tu te souviens, Christophe, il y a un an de ça, ma fille avait participé au concours des jeunes chroniqueurs et elle avait traité de ce sujet, qui était justement le harcèlement, la violence à l'école. Et en effet, il faut vraiment briser ce silence, cette honte, et que cette honte doive changer de camp. Et alors cette violence-là n'existe pas qu'à l'école. Il y a aussi la cyberviolence. Des menaces, des photos qui tournent, des photos truquées. C'est de ça dont il s'agit pour cet élève. Donc tout est lié. Et c'était sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est sans fin parce que une fois qu'on a quitté le collège, on se retrouve devant son écran avec voilà des images qui nuisent à isoler un peu plus l'élève, l'enfant. Et il faut compter sur ce triptyque qui est le corps enseignant, les parents et l'élève. Et il faut absolument qu'il y ait un dialogue entre eux et si 2 des 3, je pense aux parents ou aux enseignants, détectent un signe avant-coureur d'une situation de crise ou de malaise de la part d'un enfant, tout de suite alerté. Mais quand bien même ça ne serait qu'un doute, un léger doute. Il faut tout de suite en parler et briser ce silence. Ensuite, il y a cet autre aspect concernant l'état des établissements scolaires. Et là, je pense à la Seine-Saint-Denis. Et je le dis très clairement, territoire abandonné de la République, où justement on se rend compte qu'il y a un manque d'assiduité de la part des enseignants, avec un taux de présence qui est très faible pour ce département qui est clairement abandonné, des vraies difficultés, ce delta dont ont besoin les quartiers pour justement permettre à ce que les enfants puissent avoir un vrai niveau et la réalité, ils la découvrent le jour où ils quittent le lycée pour intégrer une université et là ils se rendent compte de la disparité de niveau qu'il y a et c'est très très dur, très dur. Considérable, absolument. Bien sûr. D'ailleurs, vous parents qui nous écoutez cet après-midi, pourquoi pas aussi vous élèves qui avez envie de témoigner, vous pouvez le faire évidemment tranquillement 01 40 33 9000. À cette heure-ci, c'est l'heure de se parler les amis. Alors faisons-le tranquillement avec Mérès qui nous appelle d'Evry-sur-Seine pour nous joindre le 01 40 33 9000. Vous le connaissez par cœur. Bonsoir Mérès. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à tous les invités, bonsoir. Bonsoir. Donc moi je voulais un petit peu témoigner par rapport à ce que j'ai vécu. J'ai travaillé pendant à peu près 2 ans dans les collèges. Je faisais le nettoyage, je travaillais dans les cuisines et tout. Ouais. Et j'ai vu vraiment le corps enseignant, les profs qui étaient démunis, quoi. Et vu aussi la violence qu'il y avait dans les collèges et les élèves qui n'avaient personne pour les encadrer vraiment, que ce soit à l'extérieur ou que alors ce soit quel type de violence, Mérès, quel type de violence parles-tu? Alors on parle de violence, donc tout ce qui est internet, donc les violences, donc les jeunes ils regardent des choses mais vraiment qui sont vraiment violents, quoi, que ce soit du pornographique, que ce soit la violence, les nouveaux réseaux qui sont les Snapchat, où la dernière fois il y avait une vidéo du jeune qui s'est fait agresser et qui en est mort à Sevran. Donc quand ça passe entre les mains de ces jeunes-là, on ne sait pas l'impact qu'il y a derrière. Parce que moi, en tant que représentant parent d'élèves, ça fait 5 ans, j'étais à l'élémentaire, je me disais que comment mes enfants vont aller au collège et comment ça va être violent, même si on essaie de faire une éducation chez nous à nos enfants. Il y a une violence dans l'école qui prend le dessus parce qu'ils passent 8 heures par jour dans l'école. Ils mangent là-bas, ils restent là-bas. Donc, et voilà, il suffit qu'on leur met un téléphone entre les mains à partir de 10 ans, 11 ans au collège, ou même avant, parce que je vois des enfants en élémentaire qui ont des téléphones.
c'est vraiment violent. Moi, je me dis, mais où est-ce qu'on va et que fait ce gouvernement, celui-là ou même celui d'avant? Parce que on va pas dire que c'est que Macron. Ça toujours, il y a une suite. À chaque fois qu'on a un nouveau ministre de l'éducation, il arrive, il nous change des lois, il nous met des nouvelles lois. Donc, on n'arrive même pas à stabiliser le corps enseignant, en fait. Merci Mérès pour votre témoignage, en tout cas dans cette émission Le Grand Forum. À très bientôt du côté de Ivry-sur-Seine. 01 40 33 9000 pour témoigner bien sûr sur ce sujet gravissime. Il s'agit de parler du harcèlement. Un enfant sur 10 en est victime. On a été victime. Pour reprendre mon propos, et moi je rejoins l'avis de Mahrez concernant cette inquiétude, et en effet, les enfants lorsqu'ils sont à l'école, sont livrés au système scolaire avec tous les inconvénients. Il évoquait le téléphone, et vous avez tous vu des vidéos de bagarres dans les cours d'école qui sont filmées plutôt que les gens plutôt que de les séparer trouvent ça amusant de le filmer. Il y a des bagarres, avec les commentaires, il y a aussi les relations parfois intimes, oui aussi, entre adolescents qui peuvent être filmés, dévastateurs, des images qui peuvent se retrouver sur internet comme ça, sur les réseaux, des images dévastatrices complètement, et qui et il y a une vraie atteinte à l'image de l'ado ou du jeune adulte en construction. Donc il y a une vraie prise de conscience nécessaire. Et je reviens encore sur ça, sur le manque de moyens. Lorsque les élèves manquent d'enseignants, ça fait des élèves qui sont pas toujours encadrés et il se passe un petit peu n'importe quoi. Et bizarrement, ça ne se passe pas au lycée Henri IV. Que je comprenne bien, Abdeslam, quel est le lien entre l'absence des profs et le harcèlement dont peut être victime certains enfants? Si les profs étaient un peu plus présents, bien sûr, s'ils étaient un peu plus présents, il n'y aurait pas de rupture de dialogue entre les élèves et les enseignants. Vous vous rendez compte que sur une année scolaire, on peut se retrouver facilement à 100 ou 200 heures d'absence des enseignants. Ouais, donc, s'ils étaient plus présents, ils arriveraient à plus facilement discerner les premiers signes, les premières alertes de harcèlement. Mais comment, puisque la plupart des harcèlements se font à l'extérieur de l'école? Non, mais à ce moment-là, c'est à l'État de mettre en place toutes sortes de vigilances, mais en lien avec les responsables d'établissement et le corps enseignant. Moi, je vous trouve un peu bisounours, messieurs, pardon de vous le dire, mais c'est quand même très compliqué et difficile de détecter des harcèlements dont peuvent être victimes des enfants. Je crois que les mieux placés pour s'en apercevoir éventuellement sont les parents plus que les profs. Évidemment, mais dans ce cas, alors quand tu vois que t'as des parents qui laissent leurs enfants tous les jours à l'école et qui les récupèrent, et principalement chez les ados, les ados ne racontent pas ce qui se passe chez les enfants. Du coup, c'est pas une bisounours de dire qu'il faudrait qu'il y ait plus. Surveiller ce que fait ton gamin dans sa chambre. Évidemment, mais tu vois, ce serait aussi bisounours de penser en fait que l'État peut faire de l'éducation des enfants, des parents. En tout cas, il paraît compliqué de penser que l'État peut faire l'éducation des parents. Maintenant, il y a toutes sortes de sensibilisations à mettre en place. Effectivement, tout le monde doit être convoqué à cette table-là. Les parents, comme tu dis, ça c'est évident. Je veux dire, moi j'ai un gamin, je peux te dire que parfois il peut se passer des trucs à l'école. Moi j'interviens tout de suite. Mais c'est pas forcément le cas de tous les parents. Tu vois, donc effectivement, faut mettre en place des sensibilisations, mais en même temps, on peut pas dire éducation nationale. Donc ça veut dire qu'on confie l'éducation à la nation, et donc du coup que la nation puisse échapper à ces réalités. C'est pas possible. Ça veut dire qu'à un moment donné, s'ils acceptent cette responsabilité d'éduquer nos enfants, en tout cas le vocable, moi, il me plaît pas particulièrement. Ça veut dire qu'ils doivent aussi endosser la responsabilité d'un harcèlement auquel ils auraient échappé à la vigilance. Donc c'est à l'État de mettre en place suffisamment de choses. Et les parents, effectivement, moi, si certains m'entendent, je les invite à davantage suivre ce qui se passe auprès de leurs enfants. Et en plus, tu sais, il y a quelque chose qui est aussi très important, c'est que dans nos quartiers, comme disait Abdeslam tout à l'heure, il y a effectivement un abandon. Mais l'un des abandons qu'on peut constater, et moi en tant que parent je le constate, c'est que quand tu as un enfant qui sort de l'école et les parents ne sont pas là, souvent quand il peut être un peu basané, noir, maghrébin, etc. On a l'impression que c'est un enfant livré à lui-même, et donc du coup même la considération que le corps des instituteurs peuvent avoir vis-à-vis de ces enfants est très faible en fait. Tandis que quand t'as des parents qui sont là tout le temps aux sorties d'école, en tout cas surtout le soir pour ceux qui le peuvent, en fait tout de suite en fait la considération change. On va faire un petit peu plus attention à ce qu'on dit à l'enfant, etc. Donc ça c'est l'implication des parents est importante, notamment dans des territoires un petit peu abandonnés
où il y a une forme de racisme territorial qui existe. Et en plus, là, ces enfants-là, quand ils sont victimes d'harcèlement, t'as aussi le côté un petit peu du quartier, tu vois, le côté un petit peu de la violence un peu du quartier, voilà, le côté un peu de la street, tu vois. Donc voilà, le petit il est là, c'est des insultes, tu vois, c'est toi-même tu connais, tu vois, c'est vas-y toi, je vais te démonter, tu vois ce que je veux dire. Voilà, et parmi cette violence-là, t'as beaucoup de jeunes qui sont victimes de grossophobie, toutes ces choses-là, ou alors parce qu'ils sont un petit peu gentils. Voilà, donc comme pour terminer, l'État doit vraiment en fait saisir à bras-le-corps cette responsabilité parce qu'elle lui incombe. Sinon, on s'appelle pas l'éducation nationale. Sonia de Blanc-Ménil est avec nous. Bonsoir, madame Sonia. Sonia. Bon, a priori, elle a pas patienté, Sonia. Bah, qu'elle nous rappelle si elle le souhaite, 01 40 33 9000. Donc, tu sens qu'elle avait des choses intéressantes à dire. Oui, je vois absolument. Le profil. Oui. Mais bon, en tout cas, vous pouvez témoigner parce que c'est intéressant, évidemment, ce sujet est très important. Il nous concerne tous, parents. Nous sommes parents. Et quand je disais tout à l'heure, Abdeslam, c'est vrai, quand on a beaucoup d'enfants, c'est pas facile, mais regardez ce que font les enfants le soir, surveillez. Alors, j'allais pas dire. Moi, j'en ai 5, Christophe. Voilà. Non, mais comment fait-on Non, mais vous avez ce point commun aujourd'hui. Ouais, tout à fait. C'est j'ai presque envie de dire une fausse excuse parce que tout dépend de la place que l'on fait à l'école dans le cercle familial. C'est quelque chose de capital dans ma famille. Donc pour le coup, mes enfants ont le devoir de bien faire à l'école. Mais ensuite, il y a les problématiques liées à la composition familiale, Christophe, et tu le sais très bien. On a assez souvent des familles monoparentales avec une maman qui élève 2-3 enfants. Oui, et quand un ado commence à déraper et faire n'importe quoi, la maman est un petit peu perdue entre le travail, la maison, les devoirs des enfants, un collégien ou un lycéen, un jeune lycéen qui commence à démissionner, qui est à l'extérieur, qui a éteint son téléphone, où la maman se dit est-ce que je dois aller le chercher et laisser les autres enfants tout seuls. Et les soucis de la solitude, quoi. Mais oui, mais complètement. Et à quel moment cette maman est aidée? Vous voyez un petit peu, c'est complexe. On ne peut pas tout le temps jeter l'anathème sur les parents qui sont parfois en difficulté et que lorsqu'ils crient à l'aide, il faut pouvoir les aider justement à les accompagner. Ensuite, sur l'éducation, et l'éducation, c'est les parents. Et l'instruction, l'enseignement, c'est le professeur. Et vous le savez très bien, lorsqu'un enfant se conduit mal, on dit quoi de lui? On dit que de lui qu'il est mal éduqué. Quelle mauvaise éducation. Mais cette mauvaise éducation se rapporte aux parents. Quand on fait ce reproche-là, on reproche aux parents de mal avoir éduqué les enfants. On reproche pas à l'enseignant de mal avoir éduqué l'enfant. Donc vous voyez, c'est changeant de vocable. Alors, ne disons plus éducation nationale, mais enseignement national. Oui. Le ministère de l'instruction nationale ira très bien. Non, mais parfaitement. Mais c'est une façon de faire démissionner les parents. L'éducation est de votre responsabilité, chers parents. Et de formater les enfants aussi. Il y a une certaine vision de la République où beaucoup peu d'enfants sont amenés en fait à construire une réflexion. Et Abdeslam, à la différence avec nous de notre époque, évidemment, on va jouer un peu les vieux grincheux, mais Internet n'était pas là à l'époque. Et Internet fait beaucoup de mal aujourd'hui. Complètement. Autant il apporte beaucoup de facilité. Mais il y a une grande hypocrisie. De fainéantise, je suis désolé, mais nous à l'époque. Et de l'hypocrisie aussi de la part des pouvoirs publics, parce que c'est pareil, par exemple, par rapport à la pornographie. Attends, c'est maintenant qu'on se rend compte que la pornographie peut atteindre les jeunes et les déstructurer par rapport à leur rapport à la sexualité. Et donc, à partir du moment où on laisse ça rentrer et que ça pullule sur Internet et que l'État n'est pas capable dès le départ de mettre des restrictions sur le plan technique, et qu'on n'invite pas les parents davantage à surveiller les enfants et même à les éduquer sur le plan sexuel. Une société qui, par ailleurs, pardonnez-moi, mais qui prône quand même parfois une certaine décadence. Il y a qu'à regarder les publicités. À quel moment est-ce que sont invités la nudité dans la journée à la télévision, et les enfants sont exposés à tout ça. Donc ce n'est que le début d'une pelote de fil de coton. Et qui à force d'être déroulé les pousse en fait à arriver sur Internet comme un phénomène qui prenne en pleine poire, et ils n'ont aucun code pour pouvoir les décortiquer, forcément, parce que des fois les parents n'ont aussi pas les codes pour pouvoir les décortiquer. Et donc c'est maintenant que le politique s'invite pour dire oui, on va mettre plus de restrictions par la voix d'Emmanuel Macron, mais quelle responsabilité exécrable que d'avoir laissé ça pulluler. Et donc c'est toujours le problème d'Internet, où il y a aucun
enfin, il y a aucun cadre en réalité. Et donc, quand les enfants sont exposés, je suis désolé, mais 10-15 ans plus tard, ça fait des adultes qui peuvent être victimes d'une forme d'infirmité sur le plan du développement psychologique et moral. Donc, ça a des conséquences. Vos témoignages au 01 40 33 9000 à suivre, interview exclusive, entretien exclusif avec Souad Massi, la chanteuse que vous connaissez tous évidemment, dans un instant sur France Maghreb 2. Le LGF, le grand forum sur France Maghreb de tous les jours, 16h, 18h, avec aujourd'hui pour m'accompagner, Abdeslamitash chez Rudy Kazi. Vos appels au 01 40 33 9000 pour parler de ce qui s'est passé hier du côté de Villemomble. Les élèves du lycée Georges Clémenceau de Villemomble sont sous le choc. Ces deux jeunes hommes étaient dans leur école au moment où la jeune fille de 18 ans s'est immolée par le feu. On m'a dit que les personnes qui étaient en cours, ils ont entendu vraiment un cri vraiment très très fort. À ce moment-là, ils sont sortis des classes et là, ils ont vu justement une personne sauter du premier en flammes. Elle avait un peu d'essence dans une bouteille de 50 centilitres, je crois. Elle s'est imbibée et puis elle s'est enflammée. Elle a pris un briquet, ça s'est enflammé et elle est tombée du premier étage. Et du coup, après, suivant l'agitation, ils ont lancé l'alerte, l'alarme et les profs, ils ont dit de rester dans les salles de cours. Après la chute de l'élève en feu, des surveillants lui sont venus en aide. Ce jeune homme témoigne. On a vu, elle était au sol, elle était en train de brûler, tout ça. Il y avait des surveillants, ils essayaient d'éteindre le feu en prenant des vêtements, en tapant dessus. Et il y avait d'autres personnes qui cherchaient des extincteurs. Ils ont éteint et puis ils nous ont dit de sortir. Ce jeune lycéen pointe du doigt le harcèlement dont elle aurait été victime. J'étais dans sa classe l'année dernière et c'était vraiment une personne calme, détendue, dans son coin, élève sérieuse. Et donc le fait qu'elle se fasse harceler sur les réseaux et qu'elle en arrive là, je trouve ça vraiment horrible, quoi, parce qu'une personne tellement gentille et le fait qu'elle en arrive là, c'est vraiment, le harcèlement, ça va beaucoup trop loin là. La jeune fille a été transportée à l'hôpital dans un état grave. Une enquête a été ouverte au commissariat local et la cellule d'écoute mise en place au lycée Georges Clémenceau sera maintenue autant que nécessaire. Voilà pour illustrer bien sûr ce qui s'est passé à Villemomble hier pour cette jeune fille âgée de 18 ans qui est scolarisée donc à Villemomble en première, qui s'est immolée, qui a donc sauté par la fenêtre. Joseph est avec nous au 01 40 33 9000. Bonsoir Joseph. Bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'ai entendu votre émission là sur la route, je suis à Paris actuellement. Je vous appelle pour deux sujets, les sujets que vous parlez là de harcèlement et l'autre sujet de l'élection présidentielle de l'Algérie, c'est ça, non? Pas du tout, non, on parle du harcèlement pour l'instant. Harcèlement, en restant sur le harcèlement. Moi personnellement, je pense que on va pas jeter la pierre sur le pouvoir public. Pour moi, c'est l'éducation des parents avant tout. Je suis totalement d'accord avec la personne qui a parlé de l'éducation tout à l'heure des parents. Je suis totalement d'accord. Pourquoi? Parce que la bonne graine, la mauvaise graine, il faut pas la traiter, elle faut la traiter autrement. Ça veut dire si l'enfant a eu un mauvais, elle est mal éduquée par ses parents. On donne un exemple tout bête. Dans la cité, par exemple. Pourquoi il y a des enfants qui restent jusqu'à minuit dans la rue comme ça? Vous avez raison. Je me demande les parents qu'est-ce qu'ils font là. Non, c'est les parents avant tout. À mon époque, moi, quand je vois les professeurs dans la rue, j'avais même la trouille de lui dire bonjour. On est en train de protéger les enfants au maximum. Et aujourd'hui, les enfants n'arrivent pas à la contrôler. Moi, je suis pour un peu être dur avec l'éducation des enfants, comme avant, à l'ancienne, même qu'on peut revenir en arrière pour punir les enfants qui font ça et ses parents. Je vois pas les enfants qui restent jusqu'à minuit, je te parle pas de la drogue dans la cité. Je te parle d'autres, comment on reste jusqu'à minuit. Moi, je me parle personnellement pour une histoire perso qui ma grande fille, là, maintenant, elle a 27 ans. À l'époque, j'étais obligé de changer l'école. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un harcèlement, enfin, je parle pas sexuel, mais il y a eu un harcèlement avec ses copines et ses copains. Je l'ai mis dans le privé. Vous avez bien fait. S'il y a une bonne graine, je pense pas que les pouvoirs publics, ils ont besoin des enfants qu'ils ont bien éduqués pour renforcer le pouvoir public. Les professeurs, je pense pas qu'ils sont de mauvaise foi pour
pas faire leur boulot. S'ils trouvent un enfant qui est bien éduqué, il va les aider parce qu'ils ont des enfants aussi, sont des parents. On est pas malheureux en France, désolé, faut pas jeter la pierre sur tous les sens. Moi, je pense que c'est l'éducation des parents avant tout. On a bien compris, Joseph. Merci de votre appel et de votre témoignage. Effectivement, sur ce sujet. Il a raison, c'est la responsabilité des parents avant tout, mais effectivement, il faut aussi renvoyer l'État par rapport à sa responsabilité d'avoir voulu effectivement prendre la direction entre guillemets de l'éducation, enfin en tout cas du point de vue de l'enseignement des enfants. Et donc, comme on disait tout à l'heure, ce vocable ne dit pas rien, il n'est pas anodin. Et donc du coup, ça pose deux problèmes. Déjà, le problème de la responsabilité de l'État, à savoir dans l'enseignement, effectivement, c'est le manque de moyens, comme on l'a dit. Parce que maintenant, quand on parle d'harcèlement et que dans le cas dont on parlait hors antenne avec Abdeslam, notamment d'avoir des classes dédoublées avec des professeurs qui parfois ont aussi la casquette de directeur, et ben donc du coup ça baisse le niveau de l'enseignement et ça expose même les enfants à des professeurs qui sont entre guillemets vacataires et donc du coup c'est dans le dos en fait donc de leur professeur, je dirais principal, il peut se passer des choses auxquelles les professeurs n'auront pas forcément de connaissances. En plus de ça, effectivement, il y a tout ce qu'on a mis en place dans le cadre du droit de l'enfant. Il y a des bonnes choses parce que l'enfant mérite des droits, mais on est peut-être allé trop loin en créant en fait une forme de d'un trop plein de liberté. C'est-à-dire donner des droits, c'est pas donner un trop plein de liberté. Il y a aussi des devoirs. L'enfant il doit aussi être convoqué à des devoirs. Et lorsqu'on donne trop de liberté, et ben donc du coup on a des enfants qui parlent mal à des professeurs et on a des enfants qui s'en prennent à d'autres enfants dans le dos des professeurs. Donc ça devrait. Conclusion, les amis. Ça devrait pas effectivement être la responsabilité de l'éducation nationale, mais dès lors qu'elle a décidé d'orienter toute sa politique dans ce sens, eh ben ça dépossède les parents de leur pouvoir d'éducation. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les parents doivent reprendre par la force l'éducation de leurs enfants? On rappelle qu'on a aboli entre guillemets la fessée qualifiée donc de sévice corporel, alors que dans certains cas, une fessée équilibrée pouvait avoir tendance à redresser l'enfant dans son comportement. Fessée équilibrée, voilà. Tiens, c'est pas mal ça. Oui. Mais Abdeslam, conclusion s'il te plaît. Pour la conclusion, moi je rejoins Joseph lorsqu'il dit qu'il retire sa fille et il a raison de la protéger. Mais ce que je veux juste dire, c'est que si on se retrouve avec les meilleurs élèves qui partent tous du public, ben on se retrouve avec un niveau scolaire qui diminue et c'est une façon d'amener la difficulté à la difficulté. Je ne lui jette pas la pierre puisque je l'ai fait moi-même. Donc qu'on soit clair sur ça. Mais ce que je veux juste dire, ces jeunes-là qui doivent forcément, enfin pour nous incarner l'espoir, sont dans le désespoir au point de s'immoler par le feu et de se jeter par la fenêtre. Vous vous rendez compte? C'est quand même grave, mais c'est beaucoup plus grave pour les filles parce que les filles souffrent de réputation et la réputation d'une fille se fait très rapidement. Exact. Donc voilà, parce qu'aujourd'hui dans la société, on a sexualisé la femme et on lui donne cette image. Et cette image, je vais vous passer les raccourcis des films à caractère pornographique où justement on voit la femme d'un certain angle de vue qui est juste malheureux. Juste ce week-end il y avait la marche MeToo, mais c'est là, c'est l'image. Quand on vend un yaourt et qu'on montre une paire de fesses, je suis désolé, mais on va déjà trop loin. Ben ça va trop loin, ça hypersexualise la société. Merci. Et après les enfants eux-mêmes sont impactés par ces choses, donc faut pas s'étonner de ça. Merci messieurs. Juste une dernière phrase. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on parlait de moyens? Tu vas te couper. On parlait de moyens. Pourquoi est-ce que l'État n'arrive pas à priver les enfants de téléphones portables dans l'enceinte de l'établissement? C'est quand même. Il suffit de mettre des brouilleurs. D'ailleurs. Extraordinaire. Ah oui, c'est pas mal ça. C'est l'heure d'accueillir notre invité, messieurs. نبكي بصح واقفة ولازم نمشي والجرح في صدري كبر وزوج حمامات فوق الكتاب. Cette magnifique voix, vous la connaissez évidemment, c'est celle de Souad Massi qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Alors pas physiquement en studio, ça ne saurait tarder, mais pour l'heure par téléphone. Bonjour Souad. Bonjour. Je suis ravi de t'accueillir en direct à l'antenne sur France Maghreb 2. Merci.
Alors une belle carrière quand même, Swad, qui a commencé dans les années 90 où tu as participé à un groupe, puis ensuite ta carrière s'est un peu arrêtée évidemment étant donné les événements de la décennie noire en Algérie. Et c'est lors de ta venue en France en 1999 dans cette belle salle du Cabaret Sauvage où j'ai envie de dire que ta carrière a quelque peu décollé, en tout cas pour la partie française, Swad. Tout à fait, c'était vraiment le déclic, j'ai eu beaucoup de chance. C'était un très beau festival qui m'a permis de faire des belles rencontres. Il y avait un directeur artistique de chez Universal qui était présent et via des amis à moi de Bled Connection, comme Mohamed Ali Alalou, Aziz Mati qui étaient là et qui ont fait le lien. Et après j'ai eu une proposition et suite à ça je suis restée. Alors le premier album est arrivé en 2001. C'est ça? Oui, tout à fait. Alors comment on peut te définir, Swad, quel style entre le shabi, la pop, c'est quoi vraiment le style de Swad Massi? Alors Christophe, moi j'ai rien inventé comme style de musique. Je pas respect à tous les grands artistes qui existent et surtout les nôtres. J'aime toutes les musiques. Et j'étais très frustrée quand j'étais jeune parce que j'avais pas les moyens ni d'écouter la musique, ni d'avoir, à l'époque c'était des cassettes, et du coup je voulais pas m'enfermer dans un seul style de musique. Ouais. Alors ce que je fais, c'est que je le fais vraiment d'une manière très naturelle, je mélange plusieurs styles, mais à la base, c'est vraiment, il y a la guitare classique et le folk. Alors parmi les différentes rencontres que tu as fait, il y en a eu beaucoup évidemment au cours de ta carrière. Quelle a été la plus marquante entre, je sais pas, Marc Lavoine, Florent Pagny ou encore Francis Cabrel? D'ailleurs, tu es parti enregistrer un de tes albums dans le studio à Stafford. J'ai fait pas mal de belles rencontres humaines aussi, qui m'ont beaucoup forgé. Où j'ai appris beaucoup de choses avec ces belles personnes. Et après, il y a eu des rencontres artistiques qui m'ont permis d'évoluer, d'apprendre. Je pense une des plus belles rencontres, bien sûr, c'était avec Cabrel et Paul Weller aussi, parce que c'est deux artistes qui se ressemblent beaucoup, qui m'ont appris à aller vers l'essentiel, à dire les choses comme elles viennent et ne pas faire attention que les textes riment ou pas, mais de prendre l'énergie qui est vraie et essayer de la traduire. Et c'est ça le plus difficile pour moi. Est-ce que le fait d'avoir été maman, je crois en 2005 pour la première fois, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi, pour la suite de ta carrière, Swad Massi? Quand on est parent, c'est très difficile de se déplacer, travailler comme j'étais célibataire. J'ai un peu freiné mon rythme, c'est normal parce que j'ai une fille de famille, j'ai 2 enfants, mais ça me gêne pas, c'est des choix. Après sur le plan artistique, je pense c'est drôle parce que j'avais parlé à plusieurs artistes femmes qui m'ont dit quand on est enceinte en fait il y a la voix qui change, il y a beaucoup de choses qui changent en nous et j'ai eu la chance d'enregistrer quand j'étais enceinte et j'avais d'autres sensations très intéressantes. J'avais la voix qui a changé. J'avais une autre façon d'entendre les choses, une certaine fragilité. J'ai beaucoup aimé cette expérience. Bon, alors là, on en est quand même au 6e album, Swad Massi. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce 6e album? C'est un album très autobiographique. Ouais. J'ai envie de dire comme les autres, mais je me suis un peu plus dévoilée sur ce dernier. Ouais. J'avais envie de partager des choses très personnelles avec les gens qui m'aiment. J'aime pas dire les fans, mais vraiment, je me sens portée par les gens qui viennent me voir, qui ont envie de partager de vraies émotions. J'ai parlé beaucoup des femmes, de liberté, d'amour, de la situation politique en Algérie, des choses qui me tiennent, des thèmes qui me tiennent à cœur. J'avais envie de
de les partager. Alors justement, de politique en Algérie, il en est aussi question, Souad, parce que tu t'es très vite engagé et aux côtés du Hirak. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu es une artiste emblématique, j'allais pas dire porte-parole, mais en tout cas une valeur artistique auprès du Hirak aujourd'hui? Alors, moi, je me considère déjà avant tout comme une citoyenne. Je me sens concernée par tout ce qui se passe dans le monde, et spécialement en ce moment en Algérie. C'est mon devoir de soutenir le Hirak. C'est mon devoir en tant que citoyenne aussi d'encourager les gens qui sortent dans les rues, qui je trouve très courageux par mes instruments qui sont la musique et ma voix. J'avais envie de prêter ma voix à la rue algérienne pour qu'il y ait plus d'écho. J'ai pas la prétention de dire que je suis la porte-parole, je veux pas dire ça. Mais l'Algérie a besoin de tous ses enfants et j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Est-ce que l'Algérie n'a pas besoin aussi d'une certaine stabilité? Pourquoi rejetez-vous, Souad Massi, cette élection du 12 décembre? Bien sûr, l'Algérie elle a besoin d'une stabilité. C'est pour ça que ça fait 8 mois que les gens sortent dans les rues pour demander pour exiger cette stabilité. Ça fait 57 ans qu'on est sous la coupe de ce gouvernement qui a mené vraiment l'Algérie au chaos. Je suis contre ces élections et j'ai envie de dire à tout le monde et que le monde entier entende la voix et le souhait du peuple algérien qui exige le départ de tous les figures de ce régime et qui demande le changement radical du système politique. Il y a une vraie cassure, il y a un vrai éveil citoyen. On a envie d'une Algérie libre, démocratique, plurielle, belle, moderne, et c'est pas avec ce gouvernement actuel qu'on va réussir à réaliser ça. Et comment regardez-vous ceux qui justement, alors qu'on les entend beaucoup moins évidemment, qui veulent justement cette ouverture démocratique et participer, aller voter le 12 décembre? Vous leur dites quoi à ces gens-là? Alors, moi, en tant que démocrate, je suis pour les élections, bien sûr, mais je refuse. Oui, bien sûr, je suis pour les élections quand elles sont propres et transparentes. Et ce ne sera pas le cas pour l'Algérie. Ça n'a jamais été. Ce serait trop naïf d'y croire. Chacun est libre. En tout cas, l'écrasante majorité de la population, du peuple algérien, refuse ces élections parce qu'ils savent très bien qu'il y a des enjeux politiques importants. Ils savent très bien qu'il n'y aura pas de transparence. Ils savent très bien que tout est joué à l'avance. On peut pas leur faire. De toute façon, il y a une vraie cassure. On peut pas faire confiance à ce gouvernement qui est en place. Ouais. Souad Massi, on reproche souvent aux artistes de ne pas s'engager dans différentes causes. Est-ce que c'est pas risqué pour votre carrière de vraiment s'engager de la sorte pour ce mouvement, pour votre pays qu'est l'Algérie? Je sais, ça vous tient particulièrement à cœur parce que vous avez subi aussi la décennie noire. Vous étiez là-bas. Est-ce que c'est pas une sorte de revanche quelque part aujourd'hui? Je ne suis pas dans cet état d'esprit. J'ai envie de me venger sur personne. C'est vrai que j'ai grandi en Algérie. C'est vrai que j'ai souffert de beaucoup de choses comme la plupart des Algériens. J'étais étudiante, j'allais étudier, j'avais pas les moyens d'étudier comme la plupart des étudiants. J'avais pas les moyens de me soigner. Là, je suis en colère parce que je vois pas mal de personnes qui n'ont pas les moyens de se soigner, qui se retrouvent dehors alors que nos responsables viennent ici se soigner en France alors qu'ils critiquent tout le temps la France. Je suis en colère, j'ai envie d'un vrai changement et je revendique ça comme la plupart des Algériens. On a envie d'un vrai changement et on ne fera pas marche arrière. Très bien. Alors Souad Massi, vous allez participer ce dimanche à cette manifestation place de la République à Paris, une manifestation qui se veut dont la revendication est très claire, anti-élection du 12 décembre en Algérie. Vous allez y faire un mini concert, hein, c'est ça? Alors je vais
Je vais avec mes deux camarades Mahdi Dalil et Rabah Khalfa. On va jouer quelques De grands titres. musiciens, au passage. Pardon? J'ai dit de grands musiciens au passage. Ah oui, bien sûr, j'ai la chance d'être très bien entourée. Je les salue d'ailleurs. On va faire un mini-concert avec quelques titres et on va participer à la marche. Très bien. Alors justement, il y a plusieurs associations qui ont déposé une demande en préfecture. Est-ce que vous faites partie de l'une d'entre elles? Alors, je ne fais partie d'aucune association ni aucun parti politique. Je vais participer autant que citoyenne. D'accord. Non, mais c'est bien d'être dit et d'être précisé en tout cas. Voilà. Swad Massi, j'ai bien compris en tout cas que vous aspirez, comme beaucoup et comme la majorité du peuple algérien, au meilleur pour votre pays, et nous le souhaitons. Que l'on soit d'ailleurs anti-élection ou pro, enfin pour les élections, quoi qu'il en soit, c'est que l'Algérien et le peuple puissent s'exprimer avec les outils dont il dispose. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter artistiquement parlant, ma chère Swad, pour la suite là, pour les quelques mois, quelques années à venir? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Oui. Écoutez, je sais pas. J'ai un souhait, c'est vraiment souhaiter la paix et la stabilisation de l'Algérie. Pour moi, ça va pour l'instant. J'ai pas à me plaindre. Mais musicalement parlant, je sais pas, il y a pas une rencontre, un artiste que vous aimeriez, avec qui vous aimeriez collaborer? Alors moi, il y a un artiste que j'adore. Dites-moi. Si. C'est un grand artiste que je sais pas ce qu'il est devenu maintenant. En tout cas, j'ai beaucoup de respect pour son univers et son talent. C'est Monsieur Allah. Monsieur Allah, d'accord. Monsieur Allah, oui, qui joue, c'est un excellent musicien. J'aimerais bien le rencontrer et pourquoi pas collaborer avec lui. Merci beaucoup, Swad. En tout cas, j'aimerais beaucoup que tu viennes nous voir un de ces quatre dans les studios, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire, et vraiment cette carrière que j'aimerais mettre en lumière pour nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent sur France Maghreb 2. Swad, je sais que tu écoutes de temps en temps France Maghreb 2 et à très c'est la seule que j'écoute. Très bien. Bien, écoute, c'est toujours bon à prendre. Merci beaucoup, Swad, et bon concert en tout cas pour ce dimanche place de la République. C'est à quelle heure le concert, Swad? Ce sera à 14h. 14h, donc on commence et ensuite on manifeste bien sûr place de la République, comme depuis maintenant quelques semaines, de nombreuses semaines d'ailleurs, tous les dimanches place de la République. Je propose de se quitter en musique avec Pays Natal, une session live de cette très belle chanson interprétée évidemment par la ravissante et l'excellente Swad Massi. À très bientôt, Swad. Merci. À très vite. Au revoir. Pour sentir l'odeur du pain au sésame ou au cumin, fallait faire longtemps la queue dans ce pays. Toute la ville n'est que banlieue, on se débrouille comme on peut. Il pousse entre les pavés des fleurs meurtries. Et pourquoi le mot maison là-bas rime avec prison, et les voisins en sont les gardiens? Ici je lis mon journal où je veux, et c'est banal. Ici je n'ai plus peur au petit matin. La belle voix de Swad Massi qui était avec nous donc pour cet entretien exclusif avec Pays Natal. À écouter sans modération dans un instant. On change de registre. Tariq Ramadan, première conférence depuis sa sortie de prison. Ça fâche un peu les élus. Et vous, qu'en pensez-vous? À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 et en direct dans le Grand Forum avec notre ami Rudy Kazi et Adès Tabitache qui sont avec nous aujourd'hui. Et je le disais, c'est le moment évidemment qu'on se parle tous les jours entre 16h et 18h avec vos appels au 01 40 33 9000 pour vous parler eh bien de ce qui se passe du côté de Saint-Germain-les-Corbeilles. Alors c'est une petite ville que vous connaissez peut-être pas, une petite ville dans l'Essonne, et depuis une semaine le maire eh bien de Saint-Germain-les-Corbeilles croule sous les mails
peu amène d'ailleurs, les gens lui intimement l'ordre d'interdire la venue de Tariq Ramadan dans sa commune, ce qui n'est pas de sa compétence, rappelons-le. Le prédicateur, en effet, mis en examen pour viol, est invité le 29 novembre par la librairie El Bourak pour une conférence payante organisée dans une salle privée. Le thème de cette conférence: face à l'islamophobie et à l'injustice, résister avec foi et intelligence. J'ai appris sa venue par une association, a-t-il déclaré il y a une semaine, donc le maire de Saint-Germain-les-Corbeilles. J'ai immédiatement contacté les gendarmes et les préfectures qui prend le sujet au sérieux. La municipalité ne souhaite pas que ce monsieur ne vienne sur notre territoire. Nous craignons des troubles à l'ordre public. La députée du secteur, qui est une députée En Marche, et s'est également mobilisée sur la question. Elle aussi a fait une demande auprès de la préfecture afin d'interdire cette conférence du fait des risques du trouble à l'ordre public. Je m'oppose fermement, a-t-il dit, j'ouvre les parenthèses, je m'oppose fermement à sa venue. Tariq Ramadan a des propos très ambigus sur la laïcité, l'égalité homme-femme. Il n'a jamais condamné de son frère un prédicateur interdit sur ses sur la lapidation des femmes, etc., etc. Il a dit que l'excision fait partie de la tradition de l'islam. Il est par ailleurs accusé de viol par plusieurs femmes. Lui donner une tribune publique peut empêcher les victimes potentielles de libérer leurs paroles. Je m'oppose fermement à sa venue, justifie donc Marie Guévenot, qui est la députée donc du secteur, députée En Marche. Comme d'autres manifestations de ce type de troubles à l'ordre public doit être évalué par qui? Par le service de la préfecture de l'Essonne, en l'occurrence celle d'Evry, pour ce sujet. Alors justement, est-ce que, messieurs, ça vous choque d'abord que Tariq Ramadan revienne faire une conférence ce vendredi? C'est la première depuis la sortie de prison. Abdeslam? Alors, vu le contexte actuel avec les marches qui sont faites, le MeToo et autres, bien sûr que je vais peut-être un petit peu amalgamer, mais si vous permettez, il y a quand même une présomption d'innocence. Cette personne n'est pas encore condamnée. Donc on la condamne déjà par contumace et on décide de l'interdire. Ensuite, sur le sujet du trouble à l'ordre public, moi c'est quelque chose que je peux entendre. Le fait de se retrouver avec pas mal de gens devant la porte, des identitaires et autres qui pourraient justement nuire et avoir des incidences, ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre. Mais je dis seulement que, vu le contexte actuel concernant le cas des femmes et tous ces problèmes-là, j'emploie le conditionnel, je pourrais comprendre l'exaspération ou les raisons invoquées par les administrés. Mais moi, je tiens quand même à mettre en exergue un paradoxe. On a d'un côté un présumé innocent à qui on interdit de justement se présenter lors d'un colloque, et d'un autre côté, on a un condamné à l'incitation à la haine raciale, qui a été condamné 2 fois, qui passe à la télé, qui passe et qui est invité ici et là dans tout type de conférences pour vomir sur les gens. Ce que je veux dire, c'est que on est dans le 2 poids 2 mesures. Je suis pas en train de cautionner ou de. Allez, il est un peu fort de café quand même. Non, mais je cautionne pas Tariq Ramadan. Je dis seulement que sa présence est malvenue vu le contexte aujourd'hui. Mais sur l'aspect du droit, je tiens à vous rappeler qu'il est présumé innocent. Voilà. Mais effectivement, on l'a redit. Moi, je trouve que le parallèle, il est un peu fort de café déjà dans un premier temps. Pourquoi? Parce que certes, effectivement, Éric Zemmour, pour le citer, comme tu l'as pas fait, mettons les pieds dans le plat. Certes, il a été condamné. Et d'ailleurs, il y a une autre plainte, il me semble, qui a été déposée par rapport à le truc là, la convergence des droites, là, le truc des droites où il était encore hyper loin, etc. Par contre, effectivement, c'est une incitation à la haine raciale pour laquelle il a été condamné. 2 fois. Tariq Ramadan, lui, il est mis en examen par rapport à des histoires de viol. Et il est présumé innocent. Je veux dire, là, il y a une atteinte à l'intégrité des femmes présumées innocentes. Certes, l'enquête est encore, le procès est à venir. Il y a un procès ou pas, on sait pas s'il y aura un procès. En tout cas, on est dans le processus judiciaire. Et on parle quand même d'atteinte à l'intégrité physique d'une femme.
c'est quand même différent d'une atteinte, on va dire, à la sociologie et à l'origine de personnes. Je dis pas que c'est moins grave, je dis que violer et agresser une femme, c'est quand même pas à mettre sur la même balance que des insultes proférées envers d'autres personnes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est compte tenu effectivement de son contexte judiciaire, c'eût été peut-être plus sage et plus, en plus, parlant d'un prédicateur, donc quelqu'un qui est censé faire preuve d'une certaine sagesse, c'eût été peut-être plus sage de faire profil bas jusqu'au terme de la procédure judiciaire pour reprendre ses activités spirituelles pour lesquelles, et là je ne suis pas juge, je ne suis juge de personne, mais pour lesquelles il doit encore s'amender, sachant que lorsqu'il y a une mise en examen, on ne part pas en fait sur du flou. Il y a des éléments qui doivent être qui doivent être effectivement confirmés par l'enquête juridique, mais on part pas quand même de rien. Et effectivement, dans les différentes enquêtes qui ont été menées jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même des il y a quand même des flous, il y a quand même des choses assez troubles. Quand il a nié par exemple tout rapport sexuel avec les personnes qui avaient porté plainte contre lui, à un moment donné, il a quand même accepter de reconnaître qu'il y a eu des rapports, mais par contre c'était des rapports consentis. Donc ça veut dire que dans le discours il y a des choses qui sont pas toujours faciles à lire et qui posent question sur la réalité de ce qui s'est réellement passé. Donc effectivement on va laisser l'agenda l'agenda judiciaire aller jusqu'au terme de la procédure. En tout état de cause, moi je pense que et je suis pas forcément pour les élus, parce qu'en plus ce sont des élus qui ont un marqueur un petit peu identitaire et qui surfent sur une forme d'électoralisme pour parler à leur électorat, qui vont se ruer contre, effectivement, par populisme contre Tariq Ramadan. Eux, ils le font pour des raisons politiques. Maintenant, sur la question de la sagesse et du bon sens, moi, je pense que ils devraient attendre d'aller jusqu'au terme de la procédure juridique pour ensuite savoir quoi faire. Oui, alors attendez, deux petites choses, les amis, parce que quand même, faut qu'on se reprenne. C'est important de rappeler quand même que trouble à l'ordre public, il y a eu quand même beaucoup de manifestations dont on a voulu interdire suite à cela. Il y a la liberté d'expression. Il y a une nuance quand même à faire sur l'histoire du trouble à l'ordre public. Hein. Quand on parle de trouble à l'ordre public, les gens pensent que c'est une manifestation qui va déranger les gens. Non, du point de vue du droit administratif, le trouble à l'ordre public, c'est lorsqu'il y a un événement qui se produit qui peut susciter effectivement des manifestations dangereuses, etc. Non, mais c'est pas le trouble à l'ordre public en l'occurrence qui les gêne. Ils utilisent cela. C'est un prétexte. Ce qui les gêne, c'est un prétexte, effectivement. Et c'est la préfecture qui appréciera après évidemment enquête et évaluation si oui ou non ce rendez-vous peut avoir lieu. C'est un rendez-vous privé dans une salle privée et payante qui plus est. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse vraiment au-delà de tout ça, parce que on connaît le jeu des élus, de chacun qui essaie d'opposer électoraliste bien entendu. On connaît aussi effectivement la position du maire ça peut être pas tout à fait confortable. Il est de gauche ou de droite ou c'est quoi? Il est de droite, le maire de Saint-Germain-les-Corbeilles. Ça tombe bien, c'est à côté de chez moi, donc voilà. Ça s'ouvre une tribune. Et donc ça peut effectivement être embêtant pour lui, parce qu'il peut être aussi recevoir, c'est ce qu'il reçoit en tout cas, beaucoup de mails de la part de ses administrés lui disant non, on ne veut pas de Tariq Ramadan sur notre territoire, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'aspect de ce monsieur, effectivement, qui a été au cœur de plusieurs affaires, qui a fait de la prison et qui aujourd'hui est somme toute en liberté, mais qui n'a pas encore été jugé, donc qui reste présumé innocent jusqu'alors. Est-ce que vous trouvez judicieux qu'il fasse cette conférence maintenant, son retour sur la scène en tant que conférencier, maintenant à une période quand même choisie, voulue par lui, donc après tout cela, est-ce que peut-être qu'il serait peut-être pas bien de se mettre un peu en retrait, de se faire un peu oublier, je sais pas. C'est la question que je pose. On va demander à Karim ce qu'il en pense au 01 40 33 9000, et vous êtes invité aussi à nous donner votre avis qui nous intéresse. Karim, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à tes invités. Bonsoir. Moi, je voudrais dire plusieurs choses. D'abord, moi, je trouve Tariq Ramadan, il va dans une soirée privée, c'est comme s'il allait au resto, je suis désolé. N'y vont que ceux qui veulent. N'y vont que ceux qui veulent payer, n'y vont que ceux qui veulent l'entendre. Jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas assigné à résidence. Alors demain, on va lui interdire le restaurant, on va lui interdire le cinéma, on va lui interdire la piscine, on va lui interdire le club de tennis, on va lui interdire de prendre le train, le métro. Non, mais où on va comme ça? C'est privé. Les gens, moi, si j'avais un local demain
et sans personne, j'aurais pas le droit de l'inviter. Non, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Ce type-là, il a le droit quand même de vivre. Donner une conférence, ça fait partie de la vie. Mais moi, je voudrais dire autre chose. Moi, je le soutiens pas. Hein. Moi, je suis agnostique, donc je suis loin de lire les bouquins de Tariq Ramadan. Moi, en tout cas, je me souviens de quelque chose qui m'avait vachement marqué du temps de l'affaire Dieudonné. Moi, je me rappelle quand des musulmans allaient gueuler pour interdire les conférences de Zemmour, qu'est-ce qu'on entendait? Ce sont des islamistes, ils veulent nous imposer la charia, ils portent atteinte à la liberté d'expression, il faut pas se laisser faire. On a envoyé la police, on tabassait tout le monde, on embarquait tout le monde, et c'était ceux qui avaient manifesté qui se retrouvaient avec des amendes et tout. Par contre, quand des individus viennent, par exemple, pour interdire Tariq Ramadan, alors là, du coup, on interdit parce que ça porte atteinte à l'ordre public. Et Clarfeld disait la chose suivante: pour interdire Dieudonné, parce que juridiquement, on peut pas l'interdire de gagner sa vie, ce qu'on va faire, c'est à chaque fois qu'il ira faire un concert, on ira à 25 ou à 30 beuglés devant la porte de spectacle, et comme ça, il y aura trouble à l'ordre public, et on fera interdire le truc de Dieudonné. Et ça a marché. Parce que c'est pas normal quand les musulmans, ils veulent faire interdire une réunion de fachos qui appellent à la haine et au pogrom contre les musulmans. On appelle ça des islamistes qui appellent à la charia. Par contre, quand ce sont des identitaires qui viennent beugler pour interdire Ramadan, on appelle ça trouble à l'ordre public et par conséquent on interdit. Donc moi je dis, à un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. On a été à l'école, on sait ce que c'est qu'une interdiction pour cause de trouble à l'ordre public. Elle est magouillée. Il faut arrêter parce que Tariq Ramadan, il est invité par une association privée. Il a le droit d'aller là, il a le droit de prendre le métro, il a le droit d'aller au cinéma, au restaurant. Écoutez, il n'oblige personne à aller le voir. Donc, il vit sa vie en attendant son procès et il a la présomption d'innocence, comme a rappelé quelqu'un chez vous. Et moi, je suis persuadé et convaincu de son innocence. Voilà. Bon, merci Karim. 01 40 33 9000. Bon, c'est vrai que non, mais c'est vrai, c'est privé d'abord. Oui, mais ça, c'est important. Voilà. Ouais. Non, mais du point de vue du droit, effectivement, il a le droit d'y aller. Et par exemple, moi, tout à l'heure, quand je prenais la parole là-dessus, moi, je remettais pas en question le fait qu'il ait le droit d'y aller. Moi, je remettais en question le fait que est-ce que vraiment c'est sage déjà par rapport à la procédure dans laquelle il est, voilà. Et aussi, voilà, même d'un point de vue voilà, d'un point de vue philosophie religieuse entre guillemets, je veux dire, il a pas forcément fait du bien à sa communauté, notamment par rapport à l'image qu'il renvoie de lui. Ouais. C'est peut-être pas forcément aussi le bon moment d'aller, de se retrouver encore à nouveau à prêcher entre guillemets. Toi, tu parles d'un problème de timing. Exactement. Abdel, bonsoir. Bonsoir. Ben moi, je voudrais donner mon avis. Non, trouble à l'ordre public, ça a deux poids deux mesures et ça c'est clair. Et ceux qui veulent pas le dire sont vraiment naïfs. Trouble à l'ordre public. Si vous écrivez un livre, si vous montez sur un podium, si vous êtes des dires et après vos dires ou l'écrit de votre livre, vous avez dans la voie publique des manifestations qui engendrent de la casse, ça s'appelle trouble à l'ordre public et on peut vous condamner. Jusqu'à maintenant, j'ai une question à vous poser. Ouais. Est-ce que Charlie Hebdo a été condamné pour trouble à l'ordre public? Pourtant, il y a eu des troubles à l'ordre public, il y a eu des morts, il y a eu dans tous les pays du monde plus des plaintes de certains États en disant à la France, dites à Charlie Hebdo d'arrêter de faire ce genre de caricature parce que chez nous, ça casse, ça brûle, et c'était par millions de personnes, et Charlie Hebdo n'a jamais été condamné pour trouble à l'ordre public, on n'en parle jamais. Vous avez un metteur en scène en France qui fait des films, qui est reçu, qui reçoit des Oscars, qui a violé une petite fille en la droguant, il n'a jamais été extradé, donc faut arrêter maintenant. On sait très bien qu'il y a deux poids deux mesures. Vous avez monsieur Tariq Ramadan, lui, on lui dit trouble à l'ordre public, il est interdit, etc., etc. Mais n'empêche qu'il y a monsieur aussi. Non, il n'est pas interdit pour l'instant. Pas encore interdit. Attendez, il n'est pas encore interdit. Et l'histoire du trouble à l'ordre public, c'est la députée et le maire en question qui ont mis cela sur la table pour faire interdire cette manifestation d'ordre privé auprès de la préfecture. La préfecture se réserve le droit, évidemment, d'apprécier ou pas la demande. Ce qui ne se fera peut-être pas dans la mesure où il y aura pas forcément de manifestation. Elle aura lieu, de toute façon, la manif. Enfin, la conférence aura probablement lieu, je veux dire. Il y a rien qui peut l'interdire, effectivement, sauf si, du point de vue du droit, il y a rien qui peut l'interdire. Sauf si on craint que, par exemple, il y ait des identitaires qui viennent et qui menacent de tout casser, ce genre de choses-là. C'est ça qui pourrait constituer un trouble à l'ordre public. Dans quel cas, ce sera pas Tariq Ramadan qui sera condamné, ce sera plutôt les personnes qui viendront manifester contre lui. Oui. Merci Abdel. Merci à toi en tout cas pour ton appel 01 40 33 9000. Abdeslam. Oui, Rudy parle d'un problème de timing. Oui.
Ouais. Oui, mais alors sur le fait du droit, évidemment qu'il peut se présenter où il veut. Ensuite, sur l'aspect éthique, principe, où il sait qu'il est impliqué dans, même pas, tu vois, j'aborderai même pas l'aspect religieux parce que j'ai envie de dire que sa sexualité ne regarde que lui. Mais ce que je veux juste te dire, c'est que en termes de timing, je suis d'accord que sa sexualité on regarde que lui, mais quand même la perception que les gens ont et que les musulmans ont mais c'est pour ça que moi je veux pas parler de l'aspect religieux. Ça pose quand même question. Ne demande pas à un mais élu si on en de parle parler pas, de c'est pas pour autant que les gens ne le pensent pas. La religion est de la sphère privée en me concernant, donc j'aborderai pas ce sujet. Mais ce que je veux juste dire, sur l'aspect du droit, en effet, il a le droit. Ensuite, sur l'aspect timing et principe éthique, moi je pense qu'il aurait dû attendre de se défendre, d'être lavé de tout soupçon et de gagner ses procès, s'il y a procès, et ensuite pouvoir se présenter, organiser des conférences, des colloques et des débats. Voilà, moi je suis... moi uniquement sur l'aspect du droit, quand je posais tout à l'heure le fait d'avoir un Tariq Ramadan qui est présumé innocent, qui n'a pas été condamné, et de l'autre côté, un type comme Zemmour qui a été 2 fois condamné pour incitation à la haine raciale et qui se balade sous escorte policière à nos frais et qui va déverser sa haine sur des plateaux, mais pas que, lors de conférences. Alors, vous aviez fait allusion tout à l'heure à ce rassemblement de la droite où justement il serait dérangé, LCI serait dérangé aussi parce qu'elle a eu le tort de le diffuser sur son média. Ce que je veux dire, c'est qu'en effet, il y a 2 poids 2 mesures. Mais si j'étais Tariq Ramadan, je ne ferais rien pour l'instant et j'aurais attendu de me défendre. Karim de Puteaux nous appelle. Bonsoir Karim. Oui, bonsoir. Bonjour à tout le monde. Bonsoir Karim. Bienvenue sur France Maghreb 2. Merci. Toujours agréable de vous avoir et de vous entendre surtout. Je vous appelle parce que moi, j'étais, je m'appelais comme ça parce que je suis un amateur de foot en plus, fervent supporter de Tariq Ramadan. Ouais. Bien entendu, Éric Zemmour, rien que de citer son nom, je pense que vous avez compris mon point de vue. Ceci étant, il y a un élément qui m'a plu dans votre discussion, c'est 2 poids 2 mesures. Faut quand même pas confondre les deux choses. Moi, j'étais pour Tariq Ramadan. Aujourd'hui, il a fait quelque chose qui correspond pas du tout, qui est pas du tout en corrélation avec ce que j'imaginais. Et à mon avis, beaucoup de personnes comme moi ont été très déçues. C'est ce que je disais. Quoi qu'il arrive. Donc le mot timing, il m'a dérangé également. J'essaie d'aller vite parce que il est plus dans le timing. C'est même pas une notion de timing. Non mais quand je parle de timing, c'est moi qui ai parlé de timing, c'est le faire effectivement son retour sur la scène des conférences. Honnêtement. C'est maintenant en fait, il aurait pu le faire par exemple, imaginons qu'il soit demain innocenté à l'issue d'un procès. Voilà, il peut le refaire tranquillement en disant bon c'est bon, je suis innocent, on m'a assez sali, c'est bon. Mais le faire avant même qu'il ait été jugé, c'est là la question. On ne pourrait pas faire assez d'éloge sur une personne aussi intelligente, etc. Mais franchement, avec ce qui s'est passé, est-ce qu'on peut aujourd'hui parler de timing? Pour des gens comme nous qui avons tant aimé ce discours, sa répartie, ça. Bon, il a été dans la continuité c'est quelqu'un qui a été massacré, il faut le dire. Moi, j'étais supporter de cette personne-là parce que effectivement, c'est une personne qui a été massacrée et puis il a nourri les gens. Et pour finir avec Zemmour, on en parle tout le temps sur votre radio et moi je partage entièrement mais il est nourri ce mec-là par une opinion aussi qui partage ses idées. Vous faites bien de le dire Karim parce que attendez, Karim, depuis 5 ans. Karim, juste à titre d'info parce que c'est important de le savoir quand même. Effectivement, Zemmour, on en parle souvent, mais sachez que c'est régulier que CNews, à laquelle il fait partie, cette chaîne où il a une émission, fait des records d'audience chaque soir, passant devant toutes les chaînes d'infos en continu. Ouais, mais c'est une question économique là. Voilà. C'est une question économique. Aujourd'hui, Zemmour, c'est égal économie. Et une question idéologique aussi, parce qu'il est un peu le porte-voix d'une certaine population française. Qui aime ce qu'il dit. Bien sûr. Et c'est tout. Et aujourd'hui, la thune, elle passe, excusez-moi du terme, la thune, elle passe au-dessus de la réflexion de tous les gens qui vous entourent là aujourd'hui, qui sont super, hein, je les admire. Mais il faut qu'ils mettent en avant ces choses-là. Et dernière chose. Mais ça, on l'a dit à plusieurs reprises dans d'autres émissions. Parce qu'aujourd'hui, on est impuissant. Et la ligne de conduite et le sanction
on avait un champ lexical sur toutes les émissions confondues, sur tous les sujets confondus, ça serait ça. Ça serait tous les mots qui nous rendent impuissants. Aujourd'hui, on n'est pas rassemblés, il n'y a pas de contrepoids. Et on en revient tout le temps. Et moi, franchement, Christophe, ça fait maintenant 2 ans que je t'appelle. C'est toujours la même chose. Comment créer un contrepoids contre tout ça? Voilà. Merci Karim. De plutôt à très bientôt et bonne soirée. Franchement, je suis très content quand j'ai un moment de vous écouter, voilà. Bah écoute, il faut qu'on se parle chaque jour, hein, 16h, 18h. Salut Karim, merci beaucoup. 01 40 33 9000 pour nous donner un petit peu votre ressenti vraiment. C'est ce qui m'intéresse au-delà de cette conférence qui aura lieu donc ce vendredi 29 novembre à Saint-Germain-les-Corbeilles, c'est dans une petite commune de l'Essonne, coincée entre Corbeil-Essonne et proche aussi d'Evry, donc c'est assez loin de Paris, hein, d'accord. On est en grande banlieue sud de Paris. C'est dans une salle privée. C'est organisé par une librairie qui propose donc cette conférence payante. Hein. Ouais, mais il sait que ça va avoir un impact sur le plan médiatique. Donc, tu vois, même la question se pose. Tu vois, il est intelligent, c'est quelqu'un de très très intelligent. Donc, ce retour à ce moment précis, effectivement, on parlait timing, et je fais partie de ceux qui pensent qu'effectivement, il aurait pu attendre d'aller au terme du processus judiciaire pour sortir du bois. Mais là, il se présente dès maintenant. Donc, il y a une stratégie forcément derrière. Et puis, il y a son livre aussi qui était sorti. Oui, son livre qui est sorti au mois de septembre. Au mois de septembre, à la mi-septembre. Le 11 septembre. Le 11 septembre, ça ne s'invente pas. Voilà, donc il envoie des signaux très intelligents sur la manière dont il veut reconquérir la place médiatique qui était la sienne auparavant. Donc, est-ce qu'on peut pas y voir une forme de cynisme, une forme un petit peu de provocation, quelque part la réaction qu'il suscite? Un peu. Est-ce que la réaction qu'il suscite, c'est pas une réaction qu'il a voulu pour pouvoir faire du buzz et préparer un retour encore beaucoup plus conséquent, parce que celui-ci il est assez minimaliste, il est un peu loin de Paris comme tu le disais. Il y aura peut-être pas grand monde aussi dans la salle. Et peut-être que dans 6 mois, 1 an, peut-être au terme de la procédure, il reviendra avec des actions beaucoup plus fortes. Peut-être, effectivement. Tariq, juste pour terminer rapidement, Tariq, bonsoir. Ouais, bonsoir Christophe, bonsoir messieurs. Juste pour dire, là on est en train de faire tout un truc sur lui, mais au final, qu'est-ce qu'il a fait ce gars-là? Dans le sens où il y a des gens, ils ont fait pire que ça, et ils ont toujours le droit à la parole, et ce mec-là, moi je m'en fous. Enfin, je veux dire, on a tous des faiblesses, on a tous fauté dans la vie. Tariq, pardon, mais il est quand même présumé, innocent, certes, mais il est quand même accusé de viol, hein, sur plusieurs femmes. Et on peut pas dire qu'est-ce qu'il a fait celui-là. Non, Tariq, quand même. Non, mais laisse-moi finir. Pour l'instant, il n'a pas été jugé. Non, il n'a pas été jugé. On est d'accord, mais il est quand même accusé de viol. D'accord, c'est pas rien le viol. Et mise en examen. Mise en examen, absolument. En fait, le cas de certaines preuves qui doivent être confirmées. Ouais, absolument. Et voilà, présumé, mise en examen. Non, parce que tu parles, on a tous des faiblesses, tout ça, oui, on a des faiblesses, certes, mais de là, aller violer des femmes, non, certainement pas. Et même en ayant des faiblesses, on n'est pas mis en examen. Oui, en plus. Non, je suis pas en train de défendre le fait que s'il est jugé pour viol, je suis pas en train de défendre ça. Je suis juste en train de dire que c'est pas parce qu'on a fait des choses dans le passé que ce qu'on dit finalement, quand on prêche des belles choses, finalement, ça a plus de poids. Au final. Merci Tarek, je suis désolé parce qu'on arrive au terme de cette émission, en tout cas pour cette partie-là, cher ami Tarek, merci beaucoup. Tu pourras évidemment nous rappeler pour nous donner un complément d'infos, il n'y a pas de souci. Dans un instant, messieurs, le quiz. Pour finir, il y a un supporter de Rudy là qui se fait connaître. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF, le grand forum avec Abdeslam Itache et Rudy Kazi qui sont avec nous aujourd'hui sur votre radio. Dans un instant, ils vont s'affronter au quiz. Eh oui, sur France Maghreb 2. Mais ce soir, évidemment, n'oublions pas, il y a un grand match pour les amateurs de foot. Real Madrid PSG. C'est Paris. Bah oui, évidemment qu'ici c'est Paris. Paris est magique. Avec probablement Neymar sur le banc, Mbappé qui devrait jouer aussi. Vous savez que Mbappé d'ailleurs ferait partie des gros transferts de l'été prochain. On parle de 300 millions pour sa venue au Real de Madrid. Zidane a dit qu'il était amoureux de Mbappé. Ouais, il y a de quoi en même temps. Au Real Madrid. Oui, au Real Madrid. Ouais. Pas au Real de Madrid. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est un là. T'es supporter, t'es madrilista, toi? Madrilène. Non, il est parisien. Oui, non. Non, mais je préfère que ce soit une équipe française qui gagne, évidemment. Merci. Madrilista. Bon, allez, on y va. C'est parti, messieurs, pour le quiz. Medjed est là. Il va surveiller ce qui se passe.
Je rappelle la règle, on peut répondre avant la fin de la question. Je peux corrompre l'arbitre ou pas? Non, il a corruptible. Par contre, il se tait, il donne pas les réponses, hein, peut-être. Évidemment. Ah, donc maintenant, on peut répondre avant la fin de la question. Alors oui, parce que ça a changé, parce que tu sais que je fais face quand même à des gros, des personnes de très mauvaise Donne les noms. noms. Citons pas un certain Filou. Non, il y a pas que Filou, ça lui va bien. Il y a pas que Filou dans son domaine. T'inquiète, il est pas seul. Alors, je rappelle qu'on peut répondre évidemment avant la fin de la question, que mes questions ont tout un rapport avec la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 26 novembre et que celui qui répond avant la fin de la question et qui a donné une mauvaise réponse doit attendre que le camarade puisse donner sa réponse en premier. D'accord? On est d'accord? Vous avez tout compris ou pas? Oui. Bon, d'accord. Moi aussi j'ai compris. On y va avec ma première question, messieurs. Inauguration du premier tronçon du métro de quelle ville en 1977? Marseille est une bonne réponse. Et comment tu sais ça, toi? Parce que je suis Marseillais de cœur. Ah bah voilà, on l'a démasqué. Moi, tu me fais gagner là. Si Deuxième question. Première grève générale depuis 1936 dans quel pays européen? Grève en 1993. En France? Non. Espagne? Non. La question Italie? finie? Non. En Pologne? Non plus. Tu disais rêve? En Angleterre? Tu peux reposer la question? Première grève générale depuis 1936 dans quel pays européen? En Des Angleterre. grèves qui En sont Belgique? survenues en 1993. La Belgique est une bonne réponse. Oui, il y avait pas eu de grève générale depuis 1936 en Belgique, et les premières grèves donc générales en 1993. Troisième question, 2-0 pour Abdeslamitash pour l'heure. Troisième question. Découverte de quelle tombe? Toutankhamon. J'ai même pas le temps de finir la question. On découvre effectivement la tombe de quel pharaon en 1922? Effectivement, Toutankhamon. À ne est pas une très confondre bonne avec réponse. Toutankhamon alias Philippe. Oh là 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 là. Ah, en plus, il envoie des tacles. En plus, ça va dire donc. 3-0. Quatrième question, messieurs, dames. Je cherche un homme politique et avocat tunisien né en 1964. Bourguiba. Pardon? Bourguiba. Non, né en 1964. Ah, 64. Il a été propulsé sur la scène médiatique après la révolution 2011. Il a été assassiné le 6 février 2013. Ah, ça bug là. Ouais. Choukri. Non, Comme tous les... Choukri Belaïd. Belaïd. La dernière Tous les question, Tunisiens messieurs. s'appellent Trabelsi, donc j'ai essayé Trabelsi. Non, c'était pas Trabelsi. La dernière question, messieurs. Alors là, c'est une question musique. Je cherche une chanteuse, mais également danseuse et compositrice d'origine américaine, née en 1939. Tina Turner. Tina Turner. Yes. Tina Turner. Elle est pour toi, Philippe, celle-là. Alors, Tina Turner était... Mais danseuse, Tina Turner? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Elle était en couple avec Ike. À l'époque, c'était Ike et Tina. Oui, c'est lui qui la battait. Ouais, qui la battait, ouais. Elle était suisse, me dit-on. Suisse d'origine américaine. Je savais pas, moi. Vous saviez ça? Non. Ah, voilà. Tiens, j'aurais pu poser la question comme ça. Voilà. Eh bien, score sans appel, messieurs, dames, de 4-0 pour Abdeslamitash. Victoire face à Rudy Kazi. Bon, faut Moi, je remettre reprends de la distance faut avec remettre les règles d'avant. Là, on n'a pas le droit de répondre avant la fin de la question. Écoutez là. cette musique qui va retentir ce soir encore. La Ligue des Champions est de retour ce soir. Je peux passer un petit message à Gamal et à Philippe, oui, qu'ils viennent me chercher. Voilà, il l'a dit, il l'a fait. Merci à tous, merci à tous les deux. Demain, grosse émission, les amis. Demain, on recevra le représentant de l'instance chargée d'organisation des élections algériennes en France, du 12 décembre bien sûr, et on recevra dans un tout autre registre le rappeur Rémi, le rappeur d'Aubervilliers, qui sera avec nous à 17h dans nos studios. Avec moi demain, Céline Bory, Philippe Boriaki, Ossine Ras et Faiza Ben Mohamed. Il y aura du monde et de l'ambiance, toute autre émission. Chaque jour, c'est une émission différente que l'on vous propose sur France Maghreb. De bonne soirée dans un instant, Medjed. Messieurs, à plus tard. Bonne soirée. Il est 18h01. L'essentiel de l'actualité, le journal, tout de suite sur France Maghreb 2. Bonsoir à tous. Les titres de l'actualité. Actualité évidemment largement dominée par ce drame au Mali. 13 militaires français sont morts dans un accident d'hélicoptère au cours d'une opération contre les djihadistes. Opération décrite dans le détail par la ministre des Armées, Florence Parly. Vous l'entendrez, un drame qui suscite une vive émotion, unanime dans l'ensemble de la classe politique, à l'image du Premier ministre Édouard Philippe. Et puis, autre actualité ce soir, le foot, bien sûr, avec une affiche de gala, Real PSG, c'est de la Ligue des Champions. Et ça donne de savoureux échanges à distance entre Thomas Tuchel
contre les Zinedine Zidane concernant un certain Kylian Mbappé. Vous l'entendrez à la fin de cette édition. L'armée française n'avait pas connu un bilan aussi lourd depuis 36 ans. 13 soldats français sont morts hier soir au Mali dans un accident d'hélicoptère. Accident au cours d'une opération contre des djihadistes, décrite dans le détail cet après-midi par la ministre des Armées, Florence Parly. Depuis plusieurs jours, des commandos parachutistes de la force Barkhane traquaient ces terroristes entre Gao et Ménaka. Hier, à 20 km au sud d'Indeliman, ils les repèrent et engagent le combat au sol. Il fait nuit noire. Les commandos au sol demandent alors un appui aérien. Des hélicoptères et une patrouille de Mirage 2000 viennent les renforcer. Alors que le combat contre les djihadistes avait commencé, le Tigre et le Cougar sont entrés en collision. C'est avec une profonde tristesse et une grande émotion que nous avons appris la mort des 13 militaires qui étaient à leur bord. Et ce drame a évidemment suscité une émotion très forte et unanime dans l'ensemble de la classe politique française. Une minute de silence a été observée à l'Assemblée nationale tout à l'heure avant qu'Édouard Philippe, le Premier ministre, ne prenne la parole pour rendre un hommage aux victimes. Écoutez. Lorsque nous utilisons ces termes d'engagement, de défense de la nation, ils ont un caractère un peu théorique. Et un jour comme aujourd'hui, ils sont tous sauf théoriques. Car 13 hommes sont morts. 13 hommes sont morts dans une opération de combat. Et pour l'heure, je veux dire aux familles des 13 soldats français, à leurs compagnons d'armes, à leurs amis, qui tremblent parfois de les savoir si loin, la reconnaissance du gouvernement, la très grande sympathie et l'immense tristesse que nous partageons tous aujourd'hui. Et un hommage national sera rendu aux soldats disparus dans les prochains jours. Sans plus de précision, il y aura lieu aux Invalides à Paris. Dans le reste de l'actualité, le bilan s'est alourdi après les intempéries du week-end dans le sud-est. Le corps d'un homme septuagénaire disparu dans le Var a été retrouvé ce matin. Cette découverte porte à 5 le nombre de victimes du violent épisode méditerranéen. 2 personnes restent portées disparues. Un homme de 44 ans parti pêcher samedi à Cassis dans les Bouches-du-Rhône et un autre homme dans le Var qui a pris la voiture pendant les intempéries et qui n'a plus donné signe de vie depuis. L'actrice Adèle Haenel porte plainte contre le réalisateur Christophe Ruggia qu'elle accuse d'attouchement et de harcèlement sexuel. C'est Mediapart qui le révèle ce soir, une décision qu'elle a prise après avoir été entendue par l'Office central pour la répression des violences aux personnes, chargé de l'enquête ouverte par le parquet de Paris. Un mort dans une fusillade dans les Bouches-du-Rhône, ça s'est passé à la mi-journée à Septèmes-les-Vallons. Un homme a ouvert le feu sur plusieurs personnes, touchant mortellement un jeune de 29 ans. Une femme a également été blessée par balle. L'enquête a été confiée à la Sûreté départementale. La piste d'un différend d'ordre familial est privilégiée. Des casernes de gendarmerie placées sous très haute protection. Protection renforcée à Mulhouse. Samedi soir, la compagnie de gendarmerie de la ville a été la cible de tirs de mortier, de jets de pierre et de menaces de mort. Des faits intervenus au lendemain du décès d'un jeune motard de 18 ans. Il a eu un accident en tentant d'éviter un contrôle de police. Le football, une très belle affiche ce soir à Madrid. Le PSG affronte le Real sur ses terres. Paris, déjà qualifié, veut assurer la première place du groupe de Ligue des Champions. Madrid, battu 3-0 à l'aller, veut prendre sa revanche et assurer sa place au tour suivant. Le match ne manque pas d'enjeu et de sel. La véritable déclaration d'amour de Zinedine Zidane à Kylian Mbappé a fait réagir. Kylian est parisien, explique Thomas Tuchel, qui aimerait bien que son joueur le reste. Je ne sais pas comment Zinedine est amoureux avec notre joueur, mais je peux dire que on aime aussi notre joueur. Le plus important est que Kylian est notre joueur et nous sommes très heureux qu'il est là. Quelquefois, c'est comme ça, hein. Des personnes qui ne sont pas disponibles ou tu ne peux pas avoir, tu aimes beaucoup. C'est comme ça, mais malheureusement pour Zinedine, il est notre joueur et je pense qu'il a beaucoup de joueurs dans son équipe qu'il aime aussi. Mbappé qui sera titulaire ce soir. En revanche, Neymar qui revient tout juste de blessure devrait débuter sur le banc. Real Madrid, PSG, c'est à suivre à partir de 21h. Enfin, la 35e campagne d'hiver des Restos du Cœur a débuté aujourd'hui. Pendant 4 mois, des dizaines de millions de repas vont être distribués par les 73 000 bénévoles de tout le pays. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passez une excellente soirée avec nous. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.